on va voir aujourd'hui le chapitre relatif aux métaux alcalins et alcalinotéreux et le diagramme potentiel pH. Alors, voilà. Alors, pour les métaux alcalins, donc c'est ce que vous voyez à gauche de votre écran. Donc, il constitue ce qu'on appelle le groupe 1 de la classification périodique et représente les éléments que vous le voyez ici à gauche, qui sont le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Donc, le francium, je ne l'avais pas mis ici, faute qu'il n'y a pas d'image pour cet élément. Et le francium, c'est l'élément radioactif de ce groupe des métaux alcalins. À votre droite, il y a les éléments constituant le deuxième groupe, le groupe 2A, qui sont les métaux alcalinotéreux. Et ce groupe, il représente l'élément beryllium, magnésium, calcium, strontium, barium et radium. Le radium est l'élément radioactif de ce groupe d'éléments. Alors, le nom des alcalinotéreux, il dérive de leurs minerais qui sont en général des oxydes. Par exemple, si je prends le béryl ici, c'est l'oxyde de beryllium. Donc, le nom beryllium, il vient de l'oxyde de beryllium. C'est un minerai qui est brillant. Il y a la magnésie qui est l'oxyde de magnésium. Donc, le magnésium, son nom vient de magnésie qui est l'oxyde de magnésium. Strontium, c'est l'oxyde de strontium. La chaux vive, c'est l'oxyde de calcium. Et la barite qui est l'oxyde de barium. Alors, les alcalins et les alcalinotéreux sont très réactifs. Et en général, ils ne se trouvent jamais à l'état métallique, puisqu'ils sont des métaux, mais dans le milieu naturel, on ne les trouve pas à l'état métallique. On les trouve dans les mers, dans les océans. Généralement, leurs composés sont très solubles en milieu aqueux, en particulier les alcalins. C'est pourquoi on doit toujours les préserver de l'air et les mettre, par exemple, dans une huile minérale de paraffine. Alors, les métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux, ils ont une très faible dureté, ils sont mous. On peut même les couper avec un couteau. Alors, les sources des métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux, par exemple, le sodium et le potassium, on les trouve dans les minéraux tels que le salpêtre. Donc, le salpêtre, c'est quoi? C'est des KNO3, des nitrates de potassium et des nitrates de sodium. On trouve également le sodium dans ce qu'on appelle le borax. Le borax, c'est Na2B4O7. On trouve aussi le magnésium dans la magnésiite. La magnésiite, c'est des carbonates de magnésium. Tout à l'heure, on a vu la magnésie qui est l'oxyde de magnésium, mais la magnésiite, c'est des carbonates de magnésium. On trouve également le magnésium dans le dolomite. Le dolomite, c'est quoi? C'est MgCaCO3, 2. Par exemple, le calcium, on peut le trouver dans le gypse. Donc, c'est des sulfates de calcium. On trouve également le calcium dans ce qu'on appelle le calcaire. Et aussi dans le marbre. Le marbre, c'est aussi des carbonates de calcium. Le marbre, c'est uniquement du calcaire qu'on le traite à haute température et à haute pression pour avoir des marbres. Également, on trouve le strontium dans la silistine qui est des sulfates de strontium. Et le barium, on le trouve dans ce qu'on appelle la barytine, on l'appelle aussi la barite, qui est des sulfates de calcium. Pardon. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces métaux alcalins et alcalinotéreux? D'abord, la première, c'est ce sont des métaux. Donc, je le représente ici par M. Ces métaux, ils ont une configuration électronique qui est une configuration d'une carcasse ou bien configuration de gaz rare suivie d'une configuration NSX avec X, il peut prendre les valeurs 1 ou 2.
Leur configuration électronique externe, c'est NS1 pour les alcalins et NS2 pour les alcalins terreux. Ces alcalins et ces alcalinotéreux, ils deviennent plus stables quand ils perdent un électron pour les alcalins et quand les alcalinotéreux perdent 2 électrons. Pourquoi? Parce qu'en perdant ces 2 électrons, ils retrouvent une configuration électronique des gaz rares de la période qui le précède. Et c'est pourquoi les M+, et les M2+, ils sont stables. Pourquoi il acquiert en fait la configuration des gaz rares de la période précédente. Alors, les alcalins et les alcalinotéreux possèdent une énergie d'ionisation faible. Donc, on a vu ça, qu'on a vu la variation de l'énergie d'ionisation en fonction de Z. On a vu que les creux de ces courbes, les courbes des énergies d'ionisation, les métaux, ils occupent les creux de ces tracés. Et donc, puisqu'ils ont une faible énergie d'ionisation, ils sont très réactifs. Donc, ils peuvent échanger fatalement un électron pour les alcalins et 2 électrons pour les alcalinotéreux. Donc, ils ont des énergies d'ionisation faibles, mais la deuxième énergie d'ionisation pour les alcalins, elle est très élevée. Pourquoi? Parce que le M+, quand l'alcalin perd déjà un électron, il acquiert la configuration électronique d'un gaz rare qui est stable. Donc, son deuxième énergie d'ionisation, elle est très élevée. La même chose pour les alcalinotéreux. La troisième énergie d'ionisation, elle est très élevée parce que le M2+, il a déjà une configuration électronique d'un gaz rare qui est stable. Alors, quels sont maintenant les composés que forment, ou bien que pourraient former les métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux? D'abord, les alcalins et les alcalinotéreux, ils ont un degré d'oxydation de +1 pour les alcalins et +2 pour les alcalinotéreux. Le beryllium, il forme des composés covalents. Le magnésium peut former des composés covalents et ioniques. Les alcalins, tous les alcalins, et le calcium, strontium et baryum, qui sont des alcalinotéreux, forment des composés ioniques. Les alcalins et les alcalinotéreux se combinent avec l'hydrogène, avec les halogènes et aussi avec l'oxygène et les bases conjuguées des oxoacides. Les oxoacides, ce sont l'acide perchlorique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et l'acide carbonique. Donc, les alcalins et les alcalinotéreux se combinent ou bien réagissent avec les bases conjuguées de ces acides pour former des composés chimiques. Et on va voir ça dans les slides qui suivent. Alors, parmi les composés qui pourraient former les métaux alcalins et alcalinotéreux, ce sont les hydrures. Donc, quand je prends ici un alcalin, M, il va réagir, s'il réagit avec l'hydrogène, il forme un hydrure de métal, MH. La même chose pour les alcalinotéreux. Un métal alcalinotéreux, en réagissant avec l'hydrogène, il forme MH2. Et il y a une exception pour le beryllium et le magnésium. Donc, je rappelle un hydrure ici, MH. Le degré d'oxydation de l'hydrogène est égal à -1 ici. Parce que l'hydrogène, en général, il a un degré d'oxydation qui est égal à +1. Mais dans le cas des hydrures, il est égal à -1. Pourquoi? Parce que le métal, ici, il est déjà chargé positivement. Donc, ici, dans le cas de l'alcalin, l'hydrure de l'alcalin, le métal, c'est M+, et l'hydrogène, c'est H-. Donc ça, il faut le retenir aussi, parce qu'en général, le degré d'oxydation de l'hydrogène vaut +1, mais dans le cas des hydrures, il vaut -1. Alors, les hydrures des alcalins et les hydrures des alcalinotéreux, pour les alcalinotéreux, ça concerne uniquement le calcium, le strontium et le baryum, ce sont des composés ioniques. Et la stabilité de ces hydrures, il croît avec le numéro atomique de l'élément M. Donc, le numéro atomique, il croît dans une colonne du haut vers le bas des tableaux périodiques. Donc, dans la colonne des alcalins et des alcalinotéreux,
en partant du haut vers le bas, la stabilité des hydrures augmente. Le lithium possède une stabilité exceptionnelle parce qu'à l'état fondu, il conduit de l'électricité. Et si je fais l'électrolyse de ce sel fondu de l'hydrure de lithium, on aura comme produit de la réaction un dégagement de l'hydrogène à l'anode. Je rappelle ici brièvement une électrolyse d'un sel fondu, c'est quoi? Je prends deux électrodes, je les plonge dans l'hydrure de lithium ici, je branche les deux électrodes à un générateur d'électricité, j'applique une différence de potentiel et il va y avoir des réactions d'oxydoréduction au niveau des électrodes. Et à l'anode, où il y a en général toujours une oxydation anodique, l'hydrogène, plutôt le H- qui porte une charge ou bien un degré d'oxydation égal à -1, il va s'oxyder pour former de l'hydrogène à l'anode. Je rappelle ici, le degré d'oxydation de H dans H2, c'est 0. Alors, en général, pour préparer cet hydrure de lithium, on fait passer un courant d'hydrogène, un courant de gaz, sur le lithium métal qui est déjà chauffé. Mais la préparation des autres hydrures, normalement, elle est plus délicate. Ça concerne les hydrures. C'est un des composés qui pourrait former les alcalins et les alcalinotéreux. Ces alcalins et ces alcalinotéreux, ils peuvent former aussi ce qu'on appelle des oxydes. Ça veut dire le métal, quand il réagit avec l'oxygène moléculaire, il forme les oxydes de type M2O. Vous avez ici l'exemple d'un alcalin. Si je prends le lithium et je le fais réagir avec l'oxygène moléculaire, j'obtiens l'oxyde Li2O. C'est un oxyde. Donc l'oxygène ici, il est sous cette forme, O2-. Ça s'appelle l'ion oxyde. Donc en plus de ces oxydes, les alcalins forment ce qu'on appelle des peroxydes. Par exemple, ici vous avez le sodium. Le sodium, en le réagissant avec l'oxygène moléculaire, on obtient le Na2O2. Ça, c'est le peroxyde. Je rappelle encore ici que le degré d'oxydation de l'oxygène dans l'ion oxyde, c'est habituellement c'est -2. Mais dans le cas des peroxydes, dans les peroxydes, on a cet ion. Ce n'est pas O2-, mais on a O2-. Et on a une liaison entre les deux oxygènes. Et le degré d'oxydation de chaque oxygène ici, il vaut -1. Alors, c'est juste pour vous rappeler, c'est quoi cette notion de degré d'oxydation. Je compare en général l'environnement électronique de l'atome, l'oxygène à l'état fondamental, avec l'environnement électronique de l'oxygène engagé dans la liaison chimique. Si vous établissez la configuration, par exemple, électronique de l'oxygène, l'oxygène est la numéro atomique Z égale à combien? Égale à 8. Sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Si je prends uniquement la couche de valence qui participe à la formation de liaison, il y a 6 électrons dans sa couche de valence. Donc l'oxygène, dans son état fondamental, il a 6 électrons. Donc l'oxygène atomique, il a 6 électrons de valence. Je le compare à l'environnement de cet oxygène dans la liaison chimique. Alors cet oxygène, il est entouré de combien d'électrons? 2, 4, ce sont des doublés, 6. 6 plus quoi? Plus un électron. Parce que ici, l'électronégativité, c'est la même. Donc ici, cette liaison, donc chaque oxygène, il partage un électron. Donc au total, j'ai 7 électrons qui entourent cet oxygène. En comparant avec l'oxygène à l'état fondamental, il y a un électron de plus. Et donc, le degré d'oxydation des peroxydes, c'est -1. Donc, en plus des peroxydes, les alcalins et les alcalinotéreux, ils peuvent former ce qu'on appelle des superoxydes. Donc, les peroxydes et les superoxydes, ce sont des composés plus riches en oxygène que les oxydes. Et ici, les peroxydes, il est dit à quoi? À la présence de cet ion. C'est O2-. O2-, ça c'est la structure de Lewis, c'est celle-là. Donc, l'oxygène. Et ici, on a un électron
célibataire. Alors, pour ces deux oxygènes, les degrés d'oxydation sont différents. Pour celui-là, il vaut -1, comme pour l'hyperoxyde. Mais pour celui-là, le degré d'oxydation est nul. Donc, si je compare le nombre d'électrons, j'ai 2, 3, 6, 2, j'ai 4, 5 et 6. Donc, au total, il y a 6 électrons qui entourent cet oxygène. Et il est le même que l'environnement électronique pour l'oxygène atomique. Donc, son degré d'oxydation, il reste nul. Alors, pour tous ces composés, il faut savoir que le cation, qui est l'alcalin, il a de charge +1. La même chose pour les alcalines heureux, que lorsqu'ils réagissent avec l'oxygène moléculaire, ils forment des MO. Et la formule des peroxydes dans le cas des alcalines heureux, il s'écrit comme ça, c'est MO2. Il faut savoir aussi que si je fais réagir un peroxyde avec un acide ou bien avec de l'eau, je forme ce qu'on appelle l'eau oxygénée ou bien le peroxyde d'hydrogène. C'est l'eau oxygénée, c'est l'eau riche en oxygène. Donc la réaction des peroxydes avec un acide ou bien avec de l'eau donne la formation de peroxyde d'hydrogène ou bien de l'eau oxygénée, c'est H2O2. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Oui. Alors, parmi les composés que forment les halogénaires, les alcalins et les alcalines heureux, il faut former ce qu'on appelle les halogénures. Donc, comment on obtient ces halogénures? C'est par réaction du métal avec un halogène. Ici, c'est représenté par X2. Donc, la réaction ici des métals avec un halogène donne un halogénure des métals. La même chose pour les alcalines heureux ici. Le métal réagit avec un halogène en formant MX2, l'halogène correspondant. Les halogénaires des métaux alcalins et les halogénaires des métaux alcalines heureux, ce sont des sels ioniques solubles, en général dans l'eau. Il y a bien sûr des exceptions, et ces exceptions, c'est quoi? Ce sont les fluorures de ces métaux. Ça veut dire que le fluorure de magnésium, de calcium, de strontium et de baryum, ils sont insolubles dans l'eau. Donc, je rappelle, le fluor, c'est un halogène. Les halogénaires, un halogène, c'est l'avant-dernière colonne des tableaux périodiques. C'est celle qui est à côté de la colonne des gaz rares. Alors, les halogénaires alcalins sont en général très répandus à l'état naturel. Et ils cristallisent en général dans deux modes de structure cristalline qui sont le structure cristalline cubique à face centrée et cubique centrée. Donc, un exemple d'halogénaire des alcalins, c'est l'ONaCl, c'est le sel de table, il est très connu. Et d'ailleurs, vous avez déjà étudié ces structures dans le cours de chimie minérale en S3. Donc, voilà, ça concerne ça, les halogénures. Maintenant, les sels des oxoacides. Donc, les hydrogénocarbonates ou les bicarbonates des alcalins, ça veut dire les MHCA3, CO3, donc c'est l'hydrogénocarbonate des métals, ils sont insolubles. Les carbonates, Monsieur, qui sont des M2, monsieur, oui, s'il vous plaît, pourquoi ils cristallisent dans la structure cubique à face centrée et cubique Alors, c'est pas la question. Donc, vous avez étudié le cours S3 de chimie minérale et vous avez vu les différentes structures cristallines. Pourquoi? Parce que ça dépend des ions qui constituent ce composé. Donc, la taille des cations, la taille des ions, tout ça joue sur la structure et a un effet sur la structure cristalline. Et je vous dis ici, on n'a pas le temps. Les questions seront posées dans la séance des travaux dirigés. Quand on commence les travaux dirigés, à ce moment-là, vous pouvez poser n'importe quelle question que vous souhaitez. Mais maintenant, c'est un cours, on est limité dans le temps. Alors, je vous demande de rester silencieux, s'il vous plaît, et suivre le cours. Ne m'interrompez pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre à vos questions, mais le temps ne le permet pas. Et laissez les questions dans la séance des travaux dirigés.
Comme ça, on peut interagir efficacement. Alors, je continue. Donc, les carbonates qui sont les carbonates M2CO3 sont solubles, à l'exception des carbonates de lithium qui sont peu solubles. Par contre, les carbonates des alcalino-terreux, ils sont insolubles dans l'eau. Les sels des alcalins des oxoacides, donc les sels sont les carbonates de métal, les sulfates, les nitrates et les chlorates, ils sont tous solubles dans l'eau. Les carbonates et les sulfates des métaux alcalino-terreux, ils sont insolubles. Je rappelle ici les oxoacides, ce sont l'acide carbonique par exemple, l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide le chlorate, l'acide, c'est pas l'acide perchlorique, mais l'acide perchlorique. L'acide perchlorique, c'est HClO4. Donc voilà, ça concerne les sels des oxoacides. Alors, parmi les composés que pourraient former aussi les alcalins et les alcalino-terreux, c'est leur réaction avec l'azote et le carbone. Avec l'azote, ils forment ce qu'on appelle les nitrures. Donc, si je vais réagir un alcalin avec l'azote, j'obtiens un nitrure d'alcalin. La même chose pour le carbone. Je fais réagir le carbone avec le lithium, j'obtiens un carbure de lithium. Également, pour les métaux alcalino-terreux, c'est la même chose. On obtient un dinitrure et on obtient des carbures. Il faut savoir qu'en milieu aqueux, ces nitrures, ça veut dire en le faisant réagir dans l'eau, on obtient de l'ammoniac. Donc, on forme l'hydroxyde de l'alcalin plus l'ammoniac qui se dégage sous forme gazeuse. Vous avez ici un exemple d'un nitrure d'un alcalino-terreux, c'est Mg3N2. En le faisant réagir avec de l'eau, on obtient l'hydroxyde de magnésium plus l'ammoniac. Par contre, la réaction, ou bien si on met un carbure d'un métal alcalin ou un alcalino-terreux en présence de l'eau, on obtient l'hydroxyde des métals correspondants et plus l'acide acétylène. Donc, il y a dégagement de gaz qui est l'acide acétylène, c'est C2H2. Donc, au milieu aqueux, les nitrures libèrent de l'ammoniac et les carbures libèrent de l'acide acétylène. Donc, ça pour avoir une idée sur les différents composés que forment ces métaux alcalins et métaux alcalino-terreux. Alors, maintenant, on va voir les propriétés acido-basiques de ces métaux alcalins et métaux alcalino-terreux. Il faut savoir que la dissolution des alcalins et celle des alcalino-terreux, en particulier calcium, strontium et baryum dans l'eau, est très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse? Parce que c'est une réaction qui est très exothermique. Si je mets le métal alcalin en présence de l'eau, j'obtiens de l'hydroxyde des métals correspondants plus un dégagement d'hydrogène. La même chose pour le métal alcalino-terreux. En présence de l'eau, j'obtiens l'hydroxyde des métals correspondants avec dégagement de l'hydrogène. Il y a donc formation de OH- et de l'hydrogène. Et l'hydrogène, une fois dégagé, il s'enflamme en général. Et en général, en présence, par exemple, dans le cas du sodium, la flamme, elle a une couleur jaune. Et dans le cas du potassium, elle a une couleur mauve. Et donc, cette énergie dégagée, elle augmente avec l'électropositivité de l'élément. Ça veut dire quoi? Donc, vous vous souvenez comment évolue l'électronégativité le long d'une colonne? L'électronégativité, elle augmente des bas vers le haut dans une colonne. Et donc, l'électropositivité, elle augmente de haut vers le bas. Donc, cette énergie dégagée, donc ces réactions, ils sont tous thermiques, ils dégagent de l'énergie. Et cette énergie dégagée, elle est d'autant plus importante que
l'élément est plus électropositif. Donc, en descendant dans la colonne des alcalins et dans une colonne des alcalines netéreux, l'électropositivité augmente et la réaction de ces métaux avec l'eau devient de plus en plus dangereuse. Alors, en solution aqueuse, les hydrures qu'on a vues tout à l'heure, les hydrures des alcalins et des alcalines netéreux, réagissent avec l'eau pour avoir comme produit de réaction des OH- plus l'hydrogène aussi. Et donc, ces hydrures, ils ont un caractère donc basique. La même chose pour les hydrures des métaux alcalinotéreux, ils ont un caractère basique parce qu'ils libèrent des OH-. Les oxydes des alcalins et des alcalinons aussi, ils ont aussi un caractère basique. Donc, en réagissant avec l'eau, ils donnent aussi des ions OH-. Ici, vous avez un oxyde d'alcalin. En le faisant réagir avec de l'eau, j'obtiens un hydroxyde et donc j'ai libération de OH- comme produit de la réaction. La même chose pour le métal alcalinotéreux, j'obtiens du OH- comme produit de la réaction. Donc, on dit que ces oxydes de métaux, ils ont un caractère basique. Et plus la liaison métal-oxygène est ionique, plus l'oxyde est basique. À l'exception, bien sûr, de l'oxyde de beryllium, qui a un caractère amphoter. Je rappelle ici un caractère amphoter, ça veut dire qu'il peut il peut jouer le rôle, ou bien il peut se comporter, comme un acide ou comme une base. Donc, en conclusion de cette partie des propriétés acido-basiques, en solution aqueuse, à l'exception de l'oxyde de beryllium, qui a un caractère amphoter, les alcalins et les alcalinotéreux se forment métalliques, se forment d'hydrure ou d'oxyde, ils ont tous un caractère basique. C'est ce qu'il faut retenir pour cette partie propriétés acido-basiques des métaux et des métaux alcalinotéreux. Donc, en plus des propriétés acido-basiques, ces métaux alcalins et alcalinotéreux, ils ont des propriétés redox. Pourquoi? Parce qu'ils sont de puissants réducteurs. Donc, je m'explique ici. Vous avez la réaction en réagissant le métal alcalin avec l'hydrogène, j'obtiens un hydrure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le métal, donc l'hydrogène ici, il a un degré d'oxydation qui vaut 0 dans H2. Et le degré d'oxydation de H dans l'hydrure, on a vu tout à l'heure, il vaut -1. Donc, je passe d'un degré d'oxydation nul, 0, vers un degré d'oxydation -1. Donc ici, il y a une réduction. J'ai réduit l'hydrogène. Donc les métaux alcalins et alcalinotéreux, ils sont de puissants réducteurs. La même chose ici, pour l'oxygène. Je fais réagir le métal avec l'oxygène moléculaire, j'obtiens l'oxyde des métals correspondants. Ici, l'oxygène, c'est l'oxygène moléculaire. Le degré d'oxydation de l'oxygène dans O2, c'est nul, c'est 0. Ici, le degré d'oxydation de l'oxygène dans l'oxyde égale à -2. Donc, je passe d'un degré d'oxydation qui vaut 0 vers un degré d'oxydation qui vaut -2. Donc, c'est une réduction. Donc, si je continue, la même chose avec la réaction avec les halogènes et la même chose de la réaction des métaux alcalinotéreux avec l'hydrogène, l'oxygène et les halogènes. Donc, ce qu'il faut retenir, que les métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux, ce sont des réducteurs puissants. Les métaux, donc bien sûr, ça on l'a déjà vu, que les métaux alcalins et alcalinotéreux en présence avec un excès d'oxygène, ils donnent lieu à ce qu'on appelle les peroxydes et les superoxydes. Donc ce sont des composés qui sont riches en oxygène. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je continue. Maintenant, on va voir quelques applications de ces métaux alcalins et métaux alcalinotéreux. Alors,
Pour le lithium, par exemple, le lithium, il est utilisé en pharmacologie comme un antidépresseur, par exemple. Il est utilisé également en électrochimie, dans les batteries au lithium, donc dans les batteries de nos GSM, dans les batteries des voitures électriques, ainsi de suite. Le sodium, il est utilisé dans les réacteurs à neutrons rapides. Donc, ces réacteurs nucléaires utilisent des systèmes de refroidissement qui fonctionnent au sodium. Les performances des alliages est améliorée avec la présence en ajoutant le sodium dans ces alliages. Également, la vapeur de sodium, on l'utilise aussi dans les lampes d'éclairage. Les sels de sodium sont utilisés dans la fabrication de l'eau de Javel. Par exemple, le carbonate de calcium il est utilisé dans la fabrication des verres et des céramiques. Et il est utilisé aussi dans la réduction du bois en pâte à papier et aussi dans la synthèse des, c'est utilisé dans la synthèse des savons. Il est utilisé également dans le raffinage des pétroles. Je cherche mon curseur, comme un adoucisseur de l'eau. Les sels de sodium ils sont utilisés également comme agents nettoyants et dégraissants dans les produits de nettoyage. Et il est utilisé également dans la fabrication de l'oxyde de calcium, qui est la chaux verte. Quant à l'élément potassium, il est utilisé aussi en pharmacologie, il est utilisé aussi en alliage avec le sodium comme conducteur thermique. Ces composés sont utilisés aussi dans la fabrication des détergents et des engrais, et aussi il est utilisé dans la fabrication des explosifs. Le rubidium, quant à lui, il est utilisé dans la fabrication des cellules photovoltaïques en alliage avec le césium. Il est utilisé dans les verres de sécurité, dans les horloges atomiques, utilisé aussi dans les feux d'artifice et en pharmacologie comme médicament aussi. Quant à césium, il est utilisé dans la fabrication des photomultiplicateurs et il est utilisé aussi dans les horloges atomiques. Pardon. Pour les fluorures de calcium, les fluorures de calcium, ils sont utilisés dans la fabrication de l'acide fluorhydrique, HF. Vous avez ici la réaction. Le fluorure de calcium, en le faisant réagir avec l'acide sulfurique, en présence de l'acide sulfurique, on forme du sulfate de calcium plus l'acide fluorhydrique. Également, les fluorures et les phosphates de calcium donnent lieu à la formation de l'acide fluorhydrique et de l'acide phosphorique par leur réaction avec l'acide sulfurique. Vous avez ici le fluorure de calcium plus les phosphates de calcium, En les faisant réagir en présence de l'acide sulfurique, on obtient des sulfates de calcium en plus de l'acide fluorhydrique, HF, et l'acide phosphorique, le H3PO4. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, monsieur. D'accord. Alors, maintenant, comment on prépare ces métaux alcalins et métaux alcalino-terreux? Il faut savoir que l'extraction de ces métaux, à partir de leurs composés, il est très difficile. Mais si on fait une électrolyse des sels de ces métaux alcalins et alcalino-terreux, on pourrait obtenir le métal souhaité. Ça, c'est le procédé industriel qui est utilisé pour faire l'électrolyse pour obtenir le sodium. Ça s'appelle le procédé Danz. Alors, une électrolyse, c'est quoi? Donc, je vais expliquer ici le schéma. Donc, on prend le sel fondé de NaCl. Ce n'est pas la solution NaCl aqueuse, c'est le sel fondé. Fondé, c'est le solide. On passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, on chauffe le NaCl jusqu'à la température de fusion. Donc, on a ici, dans ce réacteur des NaCl fondé,
Donc c'est ça, je mets la flèche. Ici, on a une anode et on a deux électrodes. Mais on pourrait avoir uniquement un seul électrode, mais ici, on met deux électrodes. Donc deux électrodes. Donc les cathodes, ça s'appelle les cathodes. Les cathodes, ils sont reliés aux bornes négatives du générateur. Donc les deux électrodes qui constituent la cathode, ils sont reliés aux bornes négatives du générateur. Et le borne positif du générateur, il est relié à l'anode. Donc en appliquant une différence de potentiel, en imposant un potentiel ici, on procède à l'électrolyse de NaCl. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des réactions d'oxydoréduction. À l'anode, il faut toujours retenir ça, à l'anode, il y a toujours une oxydation. On appelle oxydation anodique. Alors, quel est l'élément qui va s'oxyder ici? C'est que ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Na+, et j'ai Cl-. Donc, le Cl-, il va s'oxyder en Cl2. Donc, le Cl-, il va perdre des électrons pour s'en transformer en Cl2. Donc, c'est une réaction à l'anode. Il est écrit ici, Cl- donne Cl2 plus un électron. Ça, c'est la réaction à l'anode. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la cathode? On a toujours, au niveau du cathode, on a une réduction cathodique. Ça veut dire le Na+ ici, il va se réduire en sodium. Et vous avez la réaction ici au niveau de la cathode. Donc, Na+ plus un électron, on obtient le sodium à l'état liquide. Et ça, ce qu'on cherche, c'est comme ça qu'on obtient un alcalin. Et c'est comme ça qu'on obtient un alcalino-terreux. C'est la même façon. Donc, il suffit de mettre le sel ainsi de l'alcalin ou de l'alcalino-terreux en question. On procède à une électrolyse et on obtient au niveau des cathodes le métal souhaité. Donc, la réaction globale de ces deux demi-réactions, ici, il fallait mettre les deux flèches dans les deux sens. J'ai oublié de les mettre. Donc, la réaction globale, c'est que NaCl à l'état fondu. Après l'électrolyse, on obtient le sodium liquide plus un dégagement des gaz chlore, le Cl2. Donc, dans ce procédé dense, pour des raisons économiques, on effectue l'électrolyse en présence de CaCl2. C'est uniquement pour abaisser la température de fusion de NaCl. En fait, la température de fusion de NaCl, c'est de 800 degrés. Et lorsqu'on l'utilise en présence de CaCl2, on travaille dans ce procédé à une température de 600 degrés C. Donc, voilà, grosso modo, tout ce qui concerne les métaux alcalins et les métaux alcalino-terreux, ce qui concerne leur réactivité, les composés qu'ils pourraient former, leurs applications, ainsi que les procédés de préparation de ces alcalins et ces alcalino-terreux. Donc, comme ça, je termine avec cette partie de métaux alcalins et des métaux alcalino-terreux. Et je continue toujours dans le deuxième chapitre en commençant en entamant la partie diagramme potentiel EPH. Est-ce que vous avez un cours après ça? Oui. Oui, monsieur, on a un cours de biologie. Oui, monsieur. Alors, puisque c'est le temps, normalement, on a perdu un petit peu de temps au départ, mais c'est pas grave, parce que ici, pour commencer la partie diagramme de Pourbet, donc j'aimerais bien le faire ça, donc la séance prochaine, comme ça vous aurez tout l'enchaînement de l'explication dans la même séance. Donc ici, je pourrais commencer à ajouter 5 à 10 minutes, mais on ne va pas continuer jusqu'à la fin l'explication, donc je préfère alors faire la séance prochaine, comme ça on commence directement les diagrammes potentiels pH. On va comprendre comment on les construit et vous aurez également quelques exemples de construction qu'on va le faire ici. Donc, alors je préfère donc m'arrêter là. Donc maintenant, puisque il y aura quand même 5 à 10 minutes, si vous avez des questions, je pourrai y répondre maintenant. D'accord? Merci. Alors,